d'habitude, quand on analyse la peur, on parle souvent d'un mécanisme biologique super tangible, tu sais. Une menace physique immédiate se présente et bam, le cerveau reptilien prend le relais. Ouais, le rythme cardiaque s'accélère à fond. C'est ça. L'adrénaline inonde le système nerveux et la réaction, elle est binaire. C'est combattre ou fuir. Le danger est visible, donc la réaction est super directe. Et c'est logique en fait, l'évolution, elle a parfaitement calibré ce système pour la survie à court terme. C'est clair, c'est identifiable et surtout, une fois la menace passée, le système nerveux il revient à son état de base, plutôt tranquillement. Sauf que la question qui se pose alors, et elle est vraiment déconcertante, c'est de savoir ce qui se passe quand le prédateur, il est complètement invisible, absolument inévitable et qu'il traque l'être humain à chaque fraction de seconde de son existence. Ah oui, c'est là que ça devient fascinant. Carrément. Aujourd'hui, on plonge dans un ensemble incroyable de notes de recherche, d'études en psychologie évolutive et de travaux philosophiques. Avec au centre de tout ça les thèses fondatrices d'Ernest Becker sur le déni de la mort. Un ouvrage majeur, vraiment. Exactement. Et la mission de cette exploration, c'est pas du tout de faire de la philosophie abstraite de comptoir, essayons de décortiquer tout ça. Il s'agit vraiment de comprendre les rouages mécaniques d'une réalité assez brutale. Comment une seule peur inconsciente dicte secrètement presque tous les comportements humains. Oui, et le cadre d'analyse de Becker, il demande de regarder bien au-delà des motivations de surface. En fait, le point de bascule de sa théorie, c'est pas la peur de la mort de façon consciente. Je veux dire, la majorité des gens, ils se réveillent pas le matin en paniquant à l'idée de mourir, quoi. Heureusement d'ailleurs. C'est clair. Le vrai moteur, c'est l'angoisse inconsciente de cette finitude. C'est comme un bruit de fond psychologique, tu vois. Une terreur un peu sourde, complètement refoulée, qui pousse l'humanité à fuir le silence pour ne pas avoir à affronter un sentiment insupportable de futilité. Et je trouve ça dingue parce que l'idée que sous chaque grande ambition, sous chaque réussite sociale éclatante, se cache en réalité un mécanisme de défense pour oublier notre condition mortelle, ça remet en question la notion même de libre arbitre en fait. Complètement. On est presque piloté par cette fuite. C'est ça. Et pour comprendre pourquoi l'esprit humain passe son temps à construire des écrans de fumée, les sources pointent vers une espèce d'anomalie évolutive. Ce que Becker appelle la double nature humaine. Et c'est vraiment le cœur du paradoxe humain. Biologiquement, l'être humain, il appartient au règne animal. Point. Le corps physique a des besoins basiques. Il mange, il dort, il se reproduit, il vieillit et inévitablement, il est voué à la décomposition matérielle. Ouais, la biologie de base, quoi. Voilà, c'est la loi de la thermodynamique appliquée à la viande, on va dire. Sauf que, parallèlement à cette réalité purement charnelle, le cortex préfrontal a développé une capacité d'abstraction complètement inédite. L'humain y possède une nature symbolique. Il peut conceptualiser des trucs fous. Exactement, il peut se projeter dans un futur hyper lointain, imaginer l'infini, bâtir des civilisations entières et surtout, il peut concevoir sa propre disparition. Et ça, c'est terrifiant. D'ailleurs, l'une des recherches résume ça avec une métaphore que je trouve saisissante. C'est comme si l'évolution, elle avait pris un singe et lui avait donné juste assez d'intelligence pour qu'il réalise qu'un jour, il disparaîtra pour de bon. C'est une image très forte. Ouais. Et à la seconde même où ce singe comprend sa propre mortalité, l'angoisse naît. Il devient humain. Il se retrouve avec l'esprit d'un dieu, capable d'imaginer l'éternité, mais piégé dans un corps en viande qui va pourrir, quoi. C'est une contradiction horrifiante. Et face à cette dissonance cognitive, qui est littéralement insoutenable pour le psychisme humain, le cerveau, il doit trouver une porte de sortie en urgence. Il faut qu'il décompresse. C'est ça, puisque la survie physique à très long terme, elle est évidemment impossible, la psyché invente ce qu'on appelle la survie symbolique. Et c'est là qu'intervient le fameux projet d'immortalité. Le projet d'immortalité. Ok. Ouais, l'individu va chercher à s'ancrer dans des concepts, des institutions ou des œuvres qui, eux, vont survivre à son corps physique. La richesse, la célébrité ou même l'identité culturelle. Mais attends, il y a quand même une limite à cette vision des choses, non ? Je veux dire, réduire toute la civilisation de la découverte de la pénicilline à la construction des pyramides à une simple crise d'angoisse face à la mort, c'est extrêmement cynique. Est-ce qu'on dévalue pas la beauté de l'accomplissement humain en disant que c'est juste un mécanisme de survie ? C'est une excellente question, mais la théorie de Becker, elle dit pas que l'œuvre humaine perd de sa valeur. Une symphonie, ça reste une œuvre d'art magnifique, et la pénicilline, elle sauve toujours des vies. Heureusement. Oui. En fait, l'analyse s'intéresse au moteur psychologique de l'action, pas à la valeur éthique ou esthétique du résultat.
le besoin viscéral de laisser une trace, d'amasser des richesses colossales, des fortunes qu'on pourrait jamais dépenser en une seule vie, ou même le fait d'avoir une descendance pour transmettre un nom de famille, tout ça, ça répond à la même mécanique. Étendre son identité au-delà de sa propre expiration biologique. D'accord, je vois. Le cerveau associe l'invisibilité à la mort. Exactement. L'invisibilité et l'oubli, c'est la mort psychologique. Tandis que la célébrité, le pouvoir ou l'importance sociale, ça donne l'illusion, même temporaire, d'une immortalité conceptuelle. Et tu sais, ça explique tellement l'absurdité de certains de nos comportements modernes. On sait pertinemment qu'on est éphémère, qu'on flotte tous sur un rocher spatial en payant des factures d'électricité, et pourtant tu vas sur Internet et tu vois des batailles hyper acharnées. Ah, les débats en ligne. Mais oui, Ouais. des humains éphémères qui se disputent sur Twitter ou ailleurs, comme des guerriers cosmiques immortels, juste pour défendre une opinion sur la fin d'un film ou genre une recette de purée de pommes de terre. C'est fou, l'agressivité déployée, on dirait que la survie de l'univers en dépend, quoi. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette agressivité, elle n'a rien d'anodin ou de juste stupide. Et c'est là que la neurobiologie vient vraiment éclairer la philosophie. Quand une opinion qui fait partie du projet d'immortalité d'un individu est attaquée, l'ego intervient immédiatement. Et l'ego prend les commandes. Ouais. Or, l'ego, c'est pas juste une petite facette de la personnalité pour se la péter, c'est une véritable armure psychologique. C'est un bouclier construit spécifiquement pour nous protéger contre la terreur existentielle. Ah, c'est pour ça que la mécanique du rejet social est si douloureuse? Si on prend un exemple super actuel, genre quelqu'un poste une vidéo sur une plateforme et reçoit un commentaire banalement négatif du type vidéo moyenne, logiquement, un texte de quelques pixels sur un écran, ça représente zéro danger physique. Aucun danger, rationnellement parlant. Et pourtant, la réaction interne, elle est souvent totalement disproportionnée, avec une vraie montée d'angoisse, des palpitations. Que se passe-t-il exactement dans le cerveau à ce moment précis? Eh bien, les recherches en neurosciences, elles montrent un truc incroyable. Le cortex singulaire antérieur, c'est la région du cerveau qui est impliquée dans le traitement de la douleur physique, genre quand tu te brûles la main. Eh bien, cette même région s'active également lors d'un rejet social. Attends, vraiment? La douleur physique et le rejet social utilisent le même réseau? Tout à fait. L'évolution n'a pas créé un nouveau système tout neuf pour gérer la douleur émotionnelle. Elle a juste recyclé le système de la douleur physique. Et la raison, elle est purement adaptative. Il y a 50 000 ans, un être humain isolé de sa tribu, il n'avait aucune chance de survie. Ouais, tout seul dans la forêt, t'es mort. Voilà. L'isolement, le rejet social, ça signifiait l'exil de la tribu. Et l'exil, ça signifiait très concrètement la mort par famine ou dévoré par un prédateur. Du coup, le cerveau y fait une erreur de câblage monumentale dans notre monde moderne. Il interprète un commentaire critique sur Instagram comme si on nous exilait de la caverne en plein milieu de l'hiver. Nous sommes exilés de la caverne, alerte générale! C'est exactement ça. Le système nerveux archaïque s'affole. Et alors, que signifie tout cela pour notre quête incessante de réussite? Parce que ça remet complètement en perspective notre culture de la performance, non? Le bourreau de travail qui sacrifie sa santé ou le perfectionniste extrême, c'est pas juste un trait de caractère un peu intense. Non, pas du tout. C'est littéralement le système nerveux qui court pour sa vie, en cherchant de la permanence dans des symboles sociaux. Les obsessions modernes comme le workaholisme ou le narcissisme extrême, elles découlent toutes de cette anxiété de mort. Le besoin d'exister à tout prix. C'est ça. Et la tragédie de cette course frénétique, c'est que le succès externe, il est fondamentalement incapable de résoudre une équation interne. C'est pour ça que l'atteinte d'un objectif de vie majeur, tu sais, genre la grosse promotion ou l'achat d'une maison de rêve, c'est très souvent suivi d'une phase de dépression. Ah oui, le fameux blues du succès. On arrive au sommet en pensant combler le vide intérieur. Exactement. L'individu arrive au sommet de la hiérarchie sociale ou financière, persuadé que le vide va enfin disparaître grâce à cette immortalité symbolique. Mais une fois l'objectif atteint, le bouclier tombe, la réalité biologique, elle n'a pas changé d'un millimètre, le vide est toujours là. Et l'angoisse de la finitude refait surface, d'autant plus violente qu'il n'y a plus de nouveaux grands projets pour la masquer, quoi. Voilà, on se retrouve face à soi-même. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Devant la capacité du succès matériel à calmer cette angoisse, la société moderne a perfectionné un autre mécanisme de défense encore plus insidieux. Ce que les sources appellent l'épidémie des fausses vies. Oui, le concept de fausse vie est très fort ici. C'est l'avertissement le plus profond de Becker.
Pour se sentir en sécurité psychologique, la majorité des gens sacrifient purement et simplement leur authenticité. Ils suivent des scripts culturels préétablis, genre aller à l'école, éviter les risques, obtenir un travail acceptable, consommer les bons produits. Rester bien dans les clous. Voilà. Non pas par désir profond, mais pour protéger leur ego en restant dans la norme. Et ça crée une véritable épidémie de désespoir silencieux et des vies totalement déconnectées de tout sens réel. C'est ce qu'on peut conceptualiser comme la tragédie de l'occupation. Les gens ne sont pas hyperactifs parce qu'ils aiment passionnément la vie, hein. Ils sont hyperactifs parce que l'immobilité est devenue insupportable. Le silence, c'est l'ennemi. Tout à fait. Le silence, ça te force à te poser la question la plus terrifiante qui soit. Et si je mourais sans avoir vraiment vécu? Et si mon existence actuelle n'avait absolument aucun sens? Du coup, le bruit constant, le fait de scroller à l'infini sur les écrans, la surconsommation de séries ou de trucs en ligne, ça devient une véritable anesthésie générale. Tant que le cerveau est saturé par des stimuli externes, on n'a pas à entendre le compte à rebours, quoi. C'est le barrage psychologique parfait. Mais ce diagnostic de la condition humaine, tu vois, il a l'air très moderne, très lié à notre époque d'écran et de réseau. Sauf que les sources montrent que ça résonne avec des pratiques vieilles de plusieurs millénaires et qui sont aujourd'hui prouvées par la science. En effet, on n'a rien inventé. Les grandes traditions philosophiques et spirituelles avaient déjà parfaitement diagnostiqué cette architecture mentale. Si on prend le bouddhisme, par exemple, le principe de base, c'est que la souffrance vient de l'attachement à ce qui est impermanent. Donc s'accrocher à l'illusion que les choses durent. C'est ça. La crispation sur une identité, sur la jeunesse de son corps ou sur des possessions matérielles, ça crée une friction super douloureuse avec la loi universelle du changement. Et on retrouve ça aussi chez les stoïciens, avec Marc Aurèle et le fameux concept du « memento mori », « souviens-toi que tu vas mourir ». Mais c'était pas utilisé pour déprimer les gens, si? Non, au contraire, c'est un énorme malentendu. Chez Marc Aurèle, contempler la mort, c'était une technologie cognitive pour détruire l'illusion et s'éveiller à la clarté. L'idée, c'est que face à l'inévitabilité de la fin, tous les conflits d'ego mesquins se désintègrent. Ça remet les priorités en place directes. Absolument. Et on retrouve cette perspective chez les anciens samouraïs. Ils méditaient sur la mort quotidiennement, pas par culte du sacrifice macabre, mais pour éliminer l'hésitation. Accepter l'impermanence permet d'agir avec une clarté totale dans l'instant présent. C'est fascinant. Et comment la recherche moderne, la vraie science d'aujourd'hui, valide ces sagesses anciennes? Comment on prouve ça en labo? Eh bien, il y a un cadre de recherche très solide appelé la théorie de la gestion de la terreur. Les études de ce domaine montrent très concrètement comment l'inconscient réagit quand il est confronté à la mort. Et l'une des expériences fondatrices est incroyable. Vas-y, raconte. Les chercheurs ont pris des juges municipaux, donc des professionnels littéralement formés pour être impartiaux. Ils les ont divisés en deux groupes. Le groupe contrôle, normal, ne subissait aucune intervention. Mais le second groupe devait d'abord répondre à un questionnaire très détaillé, les forçant à décrire ce qui arriverait physiquement à leur propre corps après leur mort. Ambiance sympa avant de travailler, quoi. Très sympa, ouais. Ensuite, on a demandé à tous ces juges des deux groupes de fixer une caution pour une banale affaire de prostitution. L'hypothèse étant que le rappel de la mort allait modifier leur jugement, même s'ils appliquent le même code pénal. Exactement. Et les résultats ont été spectaculaires. Les juges du groupe contrôle ont fixé la caution à environ 50 $ en moyenne. Mais les juges qui avaient été exposés au rappel de leur propre mortalité juste avant, ils ont fixé une caution moyenne de 455 $. Attends, quoi? 9 fois plus élevé, juste parce qu'on leur a rappelé leur finitude quelques minutes avant. C'est complètement dingue. Mais comment la psychologie explique ce mécanisme? Pourquoi le juge devient soudainement ultra punitif? Le mécanisme en jeu, c'est la défense de la vision du monde. Quand l'inconscient est confronté à la mort, les individus deviennent beaucoup plus tribaux, matérialistes et agressifs. L'ego se défend en fait. Il sort les griffes. Voilà. Pour se protéger de cette terreur subconsciente, le juge s'accroche désespérément à son projet d'immortalité, donc à son système de valeurs culturelles. La prostitution, ça représente une violation de l'ordre moral traditionnel. Donc en punissant très sévèrement cette transgression, le juge réaffirme violemment la validité de son propre système de valeurs. Ah, je comprends. Ça lui redonne une illusion de sécurité et de contrôle face au chaos total de la mortalité. C'est fou. Mais du coup, ce qui est réprimé psychologiquement nous contrôle inconsciemment. Exactement. C'est pour ça que l'acceptation réduit la panique, alors que le refoulement crée de l'agressivité. Bon, alors, sachant tout cela, la grande question c'est comment on fait?
Comment passer de la théorie à la pratique et empêcher cette peur invisible de contrôler secrètement notre existence? Les sources proposent un vrai plan d'action en 5 étapes pour échapper au déni de la mort. Oui, des étapes très concrètes. On va les passer en revue. L'étape 1, et c'est peut-être la plus dure au début, c'est d'arrêter de fuir la mortalité. Il faut comprendre que la limite, c'est précisément ce qui donne sa beauté à la vie. C'est un changement de paradigme complet. Totalement. Je veux dire, les couchers de soleil ou un bon morceau de musique, ça compte justement parce que ça a une fin. Si une note de musique durait éternellement, le cerveau finirait juste par la filtrer comme un bruit de fond relou. La limite de temps, c'est pas un bug, c'est la condition pour que l'instant ait de la valeur. C'est une très belle analogie. Et ça nous mène à l'étape 2, se séparer de son ego. On a vu que l'ego est un costume de survie, un bouclier utile dans certaines situations sociales, mais qui reste factice. Il faut pas fusionner avec le bouclier, quoi. C'est tout à fait ça. La méditation, par exemple, ça aide énormément à créer cet espace. Ça permet d'observer ses propres pensées et les réactions de panique de l'ego au lieu d'y être piégé. On apprend à se dire « Ah tiens, mon ego se sent attaqué là » plutôt que « je suis attaqué ». Ouais, ça donne de la marge de manœuvre. Ensuite, l'étape 3. Construire du sens, pas seulement du succès. C'est là qu'il faut se poser une question qui fait mal, la question cruciale de la source. Si personne, mais absolument personne ne m'applaudissait ou ne voyait ce que je fais, est-ce que cela aurait toujours de l'importance pour moi? C'est le test ultime d'authenticité. Grave. Le vrai sens naît de la connexion et de l'amour, de l'utilité, pas de la comparaison avec les autres ou de la quête de validation externe. Et pour renforcer ça, l'étape 4 nous invite à pratiquer activement le memento mori, c'est-à-dire agir avec la clarté que notre temps est compté. Ça permet de pardonner beaucoup plus vite les broutilles, de prendre des risques calculés qui nous tiennent à cœur. Parce que le pire qui puisse arriver est socialement, mais rien face à la mort. Exactement. Agir comme si l'on avait des lendemains illimités, c'est une illusion destructrice qui favorise la procrastination de notre propre vie. Le risque de paraître ridicule s'évapore quand tu penses à la finitude. Et enfin, l'étape 5, le boss de fin, j'ai envie de dire, apprendre à être immobile. Ah oui, la plus difficile pour notre génération. Devoir affronter le silence sans sortir son téléphone, sans les algorithmes et sans la validation constante de l'ego pour retrouver sa véritable voix. C'est très dur parce que mécaniquement, c'est lié au réseau du mode par défaut dans notre cerveau. Dès que tu arrêtes les distractions, ce réseau s'active et gère l'introspection. C'est lui qui te jette à la figure les questions de sens refoulés. D'où la panique initiale quand on s'assoit en silence dans une pièce vide. Voilà. Traverser cet inconfort, s'enfuir, c'est essentiel pour arrêter de se mentir. Et du coup, pour synthétiser un peu toute cette exploration, comment on pourrait résumer le cœur de ce paradoxe de Becker? Je dirais que le paradoxe magnifique de Becker se résume ainsi. C'est seulement en arrêtant de nier la mort qu'il devient enfin possible de vraiment vivre. L'énergie qu'on gaspille à fuir cette réalité, c'est la même énergie dont on a besoin pour s'engager pleinement dans l'existence. C'est puissant, ça. Oui, la mortalité n'est pas la fin, c'est la force qui crée la valeur. Une vie littéralement éternelle enlèverait toute urgence, tout enjeu et toute importance à nos actions et à nos relations. Et ça nous rappelle, et c'est important de se le dire, que des moments ultimes arriveront, sans aucune notification pour nous prévenir. Sans aucun avertissement, oui. Il y aura la toute dernière écoute de notre chanson préférée, le dernier rire partagé avec un vieil ami, la dernière fois qu'on verra le ciel. Et savoir ça, c'est pas déprimant, c'est un appel au réveil. Il est grand temps d'arrêter de sacrifier son âme à du bruit dépourvu de sens juste pour chercher à être immortel. Parce que le but de l'humain n'est pas d'être immortel. C'est simplement de devenir réel, authentique, pendant le temps qu'il a. C'est exactement l'objectif, s'ancrer dans le réel. Ce qui m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice, pour clôturer cette réflexion, puisque l'anxiété destructrice de notre monde moderne, les guerres d'ego, la course au vide, viennent presque entièrement d'une peur refoulée de la finitude. Ce qui est énorme quand on y pense. Ouais. Alors, à quoi ressemblerait une société entière qui déciderait d'enseigner l'acceptation joyeuse de la mort dès le plus jeune âge? Non pas comme une tragédie morbide à cacher derrière des portes closes, mais vraiment comme la matière première de l'empathie et de la gratitude au quotidien. Imaginez juste l'impact que ça aurait sur nos vies. Ça changerait absolument tout notre rapport au monde. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Une belle idée à méditer dans le silence, loin des écrans.